Bonjour, cette émission de Radio Arménie, l'émission spéciale est consacrée aujourd'hui aux prisonniers de guerre arméniens dans le cadre d'une campagne que trois ONG, trois organisations non gouvernementales ont engagée pour leur libération. J'ai comme invité aujourd'hui Alexis Krikorian. Bonjour Alexis. Bonjour Linda. Alexis est un militant j'allais dire militant permanent des questions de droits de l'homme. Bella Charnazarian, bonjour Bella. Bonjour. Bella Charnazarian donc représente ici l'ONG Observatoire d'arménophobie qui a été créée au moment de la guerre. On va vous présenter les trois ONG qui sont à l'origine de cette campagne de libération des prisonniers de guerre arméniens et qui sont présents ici aujourd'hui à cette émission. Alexis Krikorian, donc en dehors de votre passé au Pen Club, etc., je voudrais que vous nous parliez de High Start, qui est l'organisation qui mène cette campagne avec Kavkaz Center, le centre Kavkaz dont je suis la présidente, et l'Observatoire d'arménophobie dont Bella est la présidente. Alexis, donc le centre, pas le centre, mais High Start, qu'est-ce que c'est? Alors, iStart a été fondé en fin 2016, début 2017, par Alain Navarra, qui est bien connu, je crois, des auditeurs de Radio Arménie, et par moi-même. À la base, c'est une ONG de défense des droits humains en Arménie et en Turquie. Par le passé, j'ai été directeur du programme de liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs, qui représente les associations nationales d'éditeurs, dont l'Association nationale des éditeurs turcs. Et dans le cadre de ce travail, j'ai beaucoup développé un réseau et tout un travail sur les droits humains en Turquie. Et c'est pourquoi, avec Alain Navarra, qui s'intéresse aussi beaucoup à ces questions-là en Turquie, on avait décidé de créer cette ONG à la base, qui donc a mené des programmes et des activités dans ce domaine-là, comme par exemple, on a organisé plusieurs réunions avec Pınar Selek ou aussi avec Aslı Erdogan, qui est l'écrivaine bien connue qui vit en exil en Turquie, où on a organisé des réunions sur la liberté d'expression notamment. Et aussi, on avait tout un volet culturel pour promouvoir la traduction de la création littéraire contemporaine arménienne à l'échelle internationale. On a publié on a financé deux traductions de livres d'Aram Pachian, notamment. Mais depuis la guerre, depuis 2020, on s'est beaucoup recentré sur tout ce qui se passe, sur le fait que l'Arménie est attaquée et que la République d'Artsakh sont attaquées par l'axe Bakou-Ankara. Et on a beaucoup réorienté nos actions sur ce sujet-là par la force des choses, je dirais. Il y a aussi PEN International où vous avez sévi, Alexis. Oui, oui, PEN International, donc c'est l'organisation mondiale des écrivains, c'est ça? l'Association mondiale des écrivains, Qui qui est s'est très... intéressé. Oui, oui, et qui, d'ailleurs, iStart a des membres d'honneur, dont Pınar Selek, dont on est très, très fier, bien sûr, Eugène Chulgin, qui est le vice-président de PEN International, qui est très engagé sur les questions de liberté d'expression, notamment en Turquie, où il a vécu de nombreuses années, et puis l'éditeur turc et militant des droits de l'homme, Rakep Zarakolu, qui est bien connu aussi, je pense, de beaucoup d'auditeurs de Radio Arménie, mais peut-être pour dire une phrase sur lui, il a été le premier, avec Feu, son épouse Ayşe Nour, à publier un livre sur le génocide des Arméniens en Turquie en 1993, et ce qui lui avait valu, quelques mois plus tard, de voir les locaux de sa maison d'édition plastiqués. Voilà. Et il a été en prison encore récemment, en 2011-2012, et nous avons mené une campagne à l'Union internationale des éditeurs pour sa libération, qui a fonctionné, mais depuis, comme de nombreux Vous militants avez été obligé de prendre la nationalité suédoise pour échapper à l'ex-communion, enfin à l'extradition par les autorités suédoises vers la Turquie, qui demande toujours, je pense qu'il ne peut pas se rendre en Turquie encore. Oui, alors je pense pas, parce qu'il risquerait de se faire arrêter.
Et en effet, heureusement qu'il a la nationalité suédoise, car il fait partie des gens que la Turquie réclame à la Suède pour la laisser rentrer dans l'OTAN. Hmm. Bella Shakhnazarian, vous êtes donc la présidente, la fondatrice présidente de l'Observatoire d'arménophobie. Alors, l'arménophobie, c'est un terme qui n'est pas très usagé encore. En tout cas, on commence à parler d'arménophobie depuis quelques années parce qu'il y a véritablement un phénomène d'arménophobie, notamment, j'allais dire, en Azerbaïdjan, voire en Turquie. Euh, quel est l'objet de votre association, l'Observatoire d'arménophobie, qui est un programme à lui-même, hein, euh, qu'on peut bien comprendre ce que cela veut dire, l'Observatoire d'arménophobie. Mais quel est ce phénomène d'arménophobie qui vous a amené à créer cette association? En effet, je pense en Europe, en France, on n'a pas encore l'habitude d'entendre cette expression. Alors même qu'en Arménie, il y a même un livre publié en 2016, il me semble, L'arménophobie en Azerbaïdjan. C'est juste une précision de cette expression de xénophobie en Azerbaïdjan qui vise uniquement le peuple arménien. Un peu comme avec le génocide, le terme est inventé après Après le phénomène. l'existence du phénomène, Mm. parce que les pogroms anti-arméniens en Azerbaïdjan, ils ont commencé en 88 et 9. À l'époque, on parlait Sans oublier les pogroms de Bakou, de Chouchi, au début du siècle dernier. en 1920, oui. Mais voilà, à l'époque, je pense, on parlait de conflits interethniques, on parlait pas de termes xénophobes qui ont cette valeur légale, qui sont condamnées par les conventions internationales, qui comportent des éléments d'humiliation, de comparaison, des éléments fascistes en fait, comme on avait constaté dans l'appel de nos trois organisations quand le Parlement d'Azerbaïdjan a traité de la diaspora arménienne de tumeurs cancéreuses de l'Europe. Euh, voilà, tout ça pour dire que le phénomène, il précède le mot qui prend un peu d'ampleur et il rentre un peu dans le vocabulaire des militants arméniens et même des hommes politiques en Europe, parce que on l'a vu dans la résolution du Parlement européen euh, du 11 mars 2022 où effectivement la résolution concerne la destruction des monuments arméniens dans le Haut-Karabakh et je cite la résolution, elle parle de l'existence en Azerbaïdjan d'une politique étatique d'arménophobie systématique Mm. qui inclut aussi la destruction du patrimoine culturel, le révisionnisme historique, la déshumanisation. Mm. On peut mentionner le fameux parc des trophées que l'Azerbaïdjan a créé après la guerre de 2020, où il y a des soldats arméniens présentés avec des gros nez, un peu comme des monstres, et où les Azéris ils amenaient leurs petits-enfants pour visiter, Pour donner des coups leur donner des coups, humanitaires. leur cracher dessus, etc. Donc voilà, c'est une politique qui est cultivée en Azerbaïdjan dès la petite enfance, une politique de haine envers tout ce qui est arménien. Euh, et on a vu le besoin de constater ça à la fois dans tout ce qui apparaît en ligne, dans les contenus et tout ce qui se dit par les officiels de l'Azerbaïdjan.
pour appeler à condamner effectivement cette haine anti-arménienne. Alors, merci pour cette présentation, Bella. Donc, je vais être obligée de parler à deux titres, en fait, au titre de Radio Arménie, pour vous interroger, mais au titre aussi du Centre Caucase que je préside, le Caucase Center, comme c'est inscrit dans les statuts. Donc, le Caucase Center pour la loi, le Centre Caucase pour la loi, c'est-à-dire le droit international pour le droit et la résolution des conflits. Donc, c'est une association qui a été créée à Genève dans les années 90, au début des années 90, dont le premier président était l'activiste des droits de l'homme Hrer Balian, qui a fait ensuite, qui a été dans les organisations internationales plus tard, et dont la présidence m'est revenue à la fin des années 90 et que j'ai dirigé pendant de longues années avec des phases actives, très actives, et des phases un peu moins actives. Ces dernières années, c'était la phase moins active. Donc, à partir du moment où moi j'ai été présidente de la Fédération euro-arménienne, j'ai eu moins de temps pour m'occuper de ce centre, mais ce centre a perduré avec la publication du Caucase Bulletin, le bulletin du Caucase, qui était en anglais, qui est devenu bilingue ensuite, qui était envoyé en fait aux organisations internationales pour informer les organisations internationales des questions de droits de l'homme qui pouvaient se produire, qui pouvaient se poser dans les situations de conflit, notamment au Caucase. Donc, on a beaucoup parlé du Caucase du Nord, c'est-à-dire de la question des nationalités à l'époque soviétique et des républiques autonomes, Tchétchénie, Ingouchie, Kabardino-Balkarie, etc., mais aussi du Caucase du Sud, c'est-à-dire du conflit du Karabakh et des conflits de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud en Géorgie. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se passe dans la région encore, puisque c'est une certaine spécialisation de la région, même s'il y a eu une activité de ce centre dans d'autres régions du monde. Ce qui se passe dans la région, c'est aujourd'hui le conflit du Karabakh qui est ranimé, ravivé, dans le cadre que vous avez décrit tout à l'heure, Bella, notamment dans le cadre d'un racisme clair et net de la part de l'État de l'Azerbaïdjan. Et le Centre Caucase, donc en 2022, comme d'ailleurs Alexis le High Start, a proposé au CERD, au Comité d'élimination du racisme et de la discrimination raciale de l'ONU, un rapport sur le racisme exporté par l'Azerbaïdjan. Notre rapport concernait surtout le racisme qui était exporté au-delà des frontières de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens. Et ça, c'est un aspect aussi dont on ne parle pas. On parle des Arméniens de l'Artsakh, on parle des Arméniens d'Arménie, mais on ne parle pas de l'essentialisation de l'arménien par l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire un Arménien qui est un quart, un huitième arménien, mais qui porte un nom arménien, n'a pas le droit d'aller en Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc, notre rapport à l'ONU s'est concentré sur cette essentialisation des Arméniens par le régime du haut au plus bas, c'est-à-dire de l'échelle de la société, c'est-à-dire des enfants dans les écoles jusqu'au président de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc pour ce qui est du Centre Caucase, je ne dirai pas plus parce qu'il y a beaucoup d'autres activités du Centre Caucase, mais nous sommes aujourd'hui à 3, moi pour le Centre Caucase, Alexis pour High Start et Bella pour l'Observatoire d'arménophobie pour parler de cette campagne que nous avons lancée. Donc il s'agit d'une campagne de parrainage des prisonniers de guerre. Et on va parler beaucoup des prisonniers de guerre arméniens aujourd'hui. Un problème, une question qui semble avoir un peu disparu du radar des médias et de l'opinion publique
j'allais dire même arménienne. On parle très peu de ces gens-là aujourd'hui et de l'opinion publique mondiale, c'est-à-dire notamment occidentale. En France, la presse ne parle pratiquement pas du tout des prisonniers de guerre. C'est ce qui nous a saisis pour créer cette opération. Alors, l'opération, c'est une opération de parrainage des prisonniers de guerre. Donc, moi, je vais laisser la parole peut-être à Alexis pour dire en quelques mots en quoi consiste la question des prisonniers de guerre aujourd'hui et ce qu'on comprend par parrainage des prisonniers de guerre. Alexis? Alors, officiellement, il y a aujourd'hui 33 prisonniers de guerre arméniens, illégalement détenus par l'Azerbaïdjan. Pourquoi je dis illégalement ou de manière abusive? Parce que l'Azerbaïdjan, dans la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, qui a mis un terme à la guerre de 44 jours, s'est engagé à libérer tous les prisonniers de guerre arméniens. Et l'Arménie aussi s'est engagée à le faire. Et l'Arménie a tenu parole, et l'Azerbaïdjan n'a pas tenu parole. Le droit international aussi, notamment les conventions de Genève, oblige l'Azerbaïdjan à libérer les prisonniers de guerre, ce qu'il n'a toujours pas fait. Vous avez parlé du contexte d'arménophobie d'État qui caractérise l'Azerbaïdjan, car aussi la Cour internationale de justice, dans un double arrêt rendu fin 2021, avait dit qu'il existe aussi un racisme en Arménie, mais de nature privée. Et la différence qu'elle a faite, à juste titre, c'est de dire qu'en Azerbaïdjan, il y a un racisme de nature étatique qui vient des plus hauts personnages de l'État, du gouvernement, du Parlement. Bella a parlé de cette déclaration scandaleuse du Parlement de l'Azerbaïdjan qui a qualifié la diaspora arménienne de tumeur cancéreuse de l'Europe. Donc, on insiste sur le fait, Alexis, qu'il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une institution. Oui, C'est la fait. Commission des affaires étrangères, des relations internationales du Parlement de l'Azerbaïdjan. Donc, c'est au nom du peuple azerbaïdjanais que ces gens-là parlent et qu'ils mettent en pratique leur racisme. Tout à fait. Et donc, on peut imaginer quand des institutions étatiques d'un pays comme l'Azerbaïdjan, la diaspora arménienne, de cette manière-là, comment ils peuvent traiter les prisonniers de guerre arméniens qui sont loin de toute attention médiatique. On avait parlé, Hilda. Aucun média n'en parle réellement aujourd'hui, d'où l'intérêt et l'importance de cette campagne. Voilà, donc on peut imaginer malheureusement les mauvais traitements qui est réservé à ces prisonniers de guerre qui ne sont pas, qui sont détenus de manière abusive, contrairement au droit international. Des ONG s'y sont intéressées. On peut citer notamment l'une des plus grandes ONG de défense des droits humains, qui s'appelle Human Rights Watch, qui a sorti plusieurs rapports sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre arméniens, en authentifiant notamment des vidéos de mauvais traitements. Donc, voilà. Et Hilda, vous l'avez dit, le cœur même de cette campagne, c'est le parrainage par une personnalité publique, par une collectivité territoriale, par un maire, comme le maire de Lyon, qui a été le premier, Grégory Doucet, à parrainer un prisonnier de guerre pour en parler, pour rendre sa cause publique, pour avoir des articles, pour le protéger finalement. C'est une campagne qui vise à sauver la vie de ces gens, à sauver la vie de ces prisonniers de guerre, à sauver la vie de ces hommes, tout simplement. Et bien sûr, le but ultime, c'est qu'ils soient tous libérés. Et c'est une campagne qui se développe. Il y a eu peut-être Hilda pourrait parler du voyage en Arménie et du maire de Lyon et de sa rencontre avec le père du prisonnier de guerre. Bien sûr. Je vais en parler, mais je voudrais d'abord parler des prisonniers en général, où on en est avec la question des prisonniers. Mais là, peut-être un petit point sur le nombre de prisonniers, sur les différentes séries de libérations de prisonniers, et ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet des prisonniers aujourd'hui. Effectivement, comme Alexis l'a mentionné, après la signature après la déclaration tripartite du 9 novembre, il y a eu plusieurs échanges de prisonniers de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, l'Azerbaïdjan avait toujours plus de prisonniers que l'Arménie. L'Azerbaïdjan avait aussi exigé la libération de deux Azerbaïdjanais qui étaient
en prison en Arménie pour avoir entré le territoire de l'Artsakh et d'avoir tué euh, un jeune et je crois d'avoir blessé une femme qui était C'était clairement un des couple de espions. personnes âgées, je crois, d'Arménie qui étaient décapitées, qui avaient été décapitées par Je pense que l'un des... c'est encore un autre cas. Je parle du cas d'un jeune garçon qui était tué par deux Azerbaïdjanais qui étaient très vraisemblablement des espions et qui étaient en prison en Arménie même avant le début de la guerre. Et l'Azerbaïdjan a demandé aussi leur libération, tout comme la libération de Ramil Safarov qui avait tué à coups de hache l'officier arménien Gulken Oui. Gulken Markarian. Et il y a eu donc plusieurs échanges de prisonniers, plusieurs retours, mais donc avant les échanges, il fallait prouver l'existence de ces prisonniers de guerre. Donc, c'était le travail du gouvernement arménien, des ONG, des familles. Ça a été possible grâce aux nombreuses vidéos disponibles que les Azéris postaient dans les réseaux sociaux, en fait, sur les captures ou les tortures des soldats et des civils arméniens. Donc, à date, nous avons certains prisonniers qui ont été reconnus par l'Azerbaïdjan en tant que prisonniers de guerre et leur nombre c'est 33, plus les deux qui ont été capturés récemment Le 26. le 26 mai. Des soldats arméniens qui ont été capturés sur le sol du territoire arménien. Et nous avons également un chiffre un peu vague entre 100 et 200 personnes euh, appelées officiellement des disparus de guerre parce qu'on a des témoignages d'autres prisonniers de guerre qui sont retournés, des témoignages vidéo, des images qu'ils ont été capturés vivants pendant la guerre et que l'Azerbaïdjan ne reconnaît pas avoir dans ses prisons. Donc, on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. En parallèle, après la signature de l'accord, donc le 9 novembre, on avait aussi plusieurs noms et témoignages de capture de soldats vivants et 40 corps ont été rendus à l'Arménie alors qu'on sait qu'ils étaient capturés vivants. Et aucune explication n'a été donnée aux familles, au gouvernement quant à leur assassinat, en fait. Et donc, dans cette situation assez fragile où la vie d'un soldat ou d'un civil arménien, on le sait, est extrêmement en danger, il y a aussi l'AFAJA qui a fait un rapport alternatif sur les tortures, les exécutions, les humiliations et des traitements inhumains. Voilà, sur le traitement des prisonniers de guerre. Voilà, un autre rapport a été fait récemment par la fondation Alman Tatoyan, l'ancien ombudsman défenseur des droits de l'homme de l'Arménie, et maître Silanouch Saakan, qui est l'avocat des familles prisonniers de guerre, où il nous révèle des informations sur plusieurs cas où en fait, entre l'endroit où les prisonniers de guerre étaient capturés et leur transfert à Bakou pour les prisons, les soldats azéris, ils entraient dans les villages azéris, ils appelaient la population et ils laissaient la population faire ce qu'elle veut aux prisonniers arméniens. On se demande qu'est-ce qu'ils sont devenus.
est-ce qu'ils font partie des 40 corps dépouilles en fait rendus à l'Arménie? Est-ce qu'ils ont survécu ou pas? La Croix-Rouge, elle a uniquement la visibilité sur les 33 officiels, les 33 prisonniers de guerre officiels que l'Azerbaïdjan reconnaît. On sait aussi qu'ils sont gardés dans la prison à Bakou, qui est la prison la plus stricte. C'est là où le blogueur israélo-russe Alexandre Lapchine était aussi gardé. Voilà, ils ont nourri d'un bol de riz une fois par jour. Ils ont le droit de parler à leur famille une fois par mois pendant quelques minutes, uniquement en arménien. Voilà, bien sûr, tout est sous contrôle et ils ont été jugés avec des avocats, des faux avocats azéris. Euh, et ils ont eu entre 6 ans et 20 ans de prison. Donc chaque cas est particulier. Euh, un, un des buts de cette campagne, c'est évidemment de demander la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers de guerre, mais aussi d'informer le public des vies de ces gens, de l'existence de ces gens. Chaque cas, il est particulier, de mettre des visages en fait. C'est pas juste une personne ou 33 personnes impactées, c'est plusieurs familles. Souvent, ils ont des enfants en bas âge, des parents malades. Parfois, c'est des réfugiés même de Nakhichevan. Donc, on voit dans leur parcours toute l'histoire en fait du peuple arménien. Alors, bon, de bonnes explications qui nous font, j'allais dire, imaginer l'état des parents dont les enfants sont aujourd'hui en prison. Et quelque part, j'allais dire que les parents dont les enfants sont reconnus comme étant prisonniers de guerre ont un peu de chance. Je dis un peu de chance, et c'est tout à fait, je veux dire, ce n'est pas cynique de ma part. Et si on compare le fait de savoir que le CICR visite les prisonniers de guerre et que dans un premier, je veux dire, dans un premier temps, on ne peut pas imaginer que même s'ils ont eu des sévices, même s'ils ont eu des tortures jusque-là, qu'ils vont être torturés alors qu'on sait que le CICR leur rend visite tous les mois. Donc là, c'est le cas des 33, auxquels se sont rajoutés les 2 autres kidnappés sur le territoire arménien le 26 mai dernier. Le cas des 33 est quelque part, j'allais dire, une exception par rapport au nombre total de disparus de force. Donc on ne parle pas de disparus de guerre, parce qu'il y a beaucoup plus de disparus de guerre. On parle des disparus de force, c'est-à-dire ceux dont on a des preuves de la capture sur le champ de bataille, mais aussi des civils qui ont été capturés, kidnappés, etc. Ce qu'il faut ajouter peut-être à toute cette présentation de Bella, c'est que l'Azerbaïdjan et une bonne partie des capturés reconnus prisonniers de guerre aujourd'hui l'ont été après la signature du cessez-le-feu. Vous savez bien, et on le dit à nos auditeurs, que le cessez-le-feu n'a pas arrêté l'avancement de l'armée azerbaïdjanaise qui a continué à occuper des terres, alors que dans le texte signé par l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie, il était entendu que les armées devaient s'arrêter là où ils étaient, le 9 novembre 2020. Or, un mois après, il y a eu toutes ces captures de personnes qui sont pratiquement tous d'une région d'Arménie. C'est la région de Chivak. Et donc, ce sont des gens qui ont été capturés après, en grande partie après le cessez-le-feu. Et ça continue. Donc, il y a eu des gens qui ont été capturés lors de l'agression de l'Arménie en septembre 2020, l'année
l'année dernière, 22, pardon, l'année dernière. Donc ça continue et ça augmente, si vous voulez, le nombre augmente. Je parlais de la situation des parents des prisonniers de guerre. On en a rencontré un et il nous a, effectivement, ça nous a beaucoup touchés. Lorsque nous étions avec le maire de Lyon en Arménie, nous avons rencontré le père du prisonnier de guerre qui a été parrainé par la ville de Lyon et officiellement parrainé. Donc, nous sommes sur le point de travailler avec la ville de Lyon sur les suites de ce parrainage, c'est-à-dire sur la concrétisation de ce parrainage. Nous avons rencontré le père de monsieur Grigor Saratelian, Seyran Saratelian, qui était un agriculteur, c'était j'allais dire un paysan, dont le fils est allé se battre pour défendre sa terre et qui a été donc fait prisonnier de guerre. Il nous a dit, vous ne savez pas ce que ça veut dire, donc il était en train de compter le nombre de jours d'emprisonnement après la capture de son fils. Et il disait, on ne savait pas et on a appris ce que c'est que ne pas dormir comme il faut pendant tout ce temps. Les nuits, nous ne pouvons pas dormir avec l'idée que notre fils se trouve dans cet état. Alors moi, j'ajouterais un entretien que j'ai eu, à la suite d'un entretien que j'ai eu avec le frère d'un autre disparu de force cette fois. Et là, c'est une angoisse d'une autre nature. C'est l'angoisse de ne pas savoir si le frère, le fils est encore vivant, si ce qu'il subit, s'il est vivant, dans quelles conditions il est, dans quel état il se trouve, s'il est vivant ou s'il a été tué, qu'est-ce qui a précédé cette mise à mort. Donc c'est une torture permanente pour les familles et je pense que notre campagne, qui ne peut pas promettre, bien entendu, la libération, parce qu'il n'y a que le gouvernement azerbaïdjanais qui peut promettre la libération des prisonniers et des disparus de force, mais qui, en tout cas, en parle, qui essaye de sortir de l'ombre, du silence, de cette chape de silence, le cas de ces prisonniers qui sont des personnes qui sont aujourd'hui quelque part déshumanisées, qui sont au banc de l'humanité aujourd'hui, qui sont mis au banc de l'humanité par les bons soins de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, de cette dictature qui est devenue une dictature extrêmement fascisante, sinon fasciste, dans la région. Alors, donc il y a eu la visite du maire de Lyon, mais on en revient au maire de Lyon, mais bien entendu, il y a beaucoup d'autres villes maintenant qui ont soit délibéré, ou soit sont sur le point de délibérer à propos de le parrainage, à propos du parrainage d'un prisonnier. On vous donnera quelques exemples aussi, si vous voulez bien. Donc, on leur a proposé, et c'est ce qui est en train de se préparer dans les différentes collectivités, on leur a proposé 3 sortes d'actions. Une action de médiatisation, en tout cas par le biais des déclarations, par le biais de communiqués de presse, de conférences de presse, de déclarations dans les lieux publics, quand il y a des questions qui sont abordées, des questions de droits de l'homme qui sont abordées, une part comme ça de médiatisation, une autre part de sensibilisation des citoyens qui relèvent de cette collectivité territoriale par des expositions, par donc une sensibilisation directe des associations qui peuvent prendre part aux actions de la municipalité ou de la ville ou du conseil régional, du conseil général qui le fait, qui est parrain, et une troisième beaucoup plus concertée et pour laquelle nous aurons aussi un rôle à jouer, donc les 3 ONG auront un rôle à jouer, c'est de s'adresser, que les collectivités s'adressent peut-être aux belligérants, c'est-à-dire à l'Azerbaïdjan, mais peut-être surtout
à l'Union européenne, à la présidence de l'Union européenne, peut-être au président ou des commissions ou individus députés européens, président du Parlement européen, mais aussi à l'ONU, aux différents comités de l'ONU, au commissaire aux droits de l'homme de l'ONU ou du Conseil de l'Europe, etc., etc. Donc, une démarche de la part des collectivités et qui devrait être normalement une démarche concertée par nos soins avec les collectivités. Voilà la manière dont on procède pour ces campagnes de parrainage. Donc, parrainage ne veut pas dire parrainer, donner de l'argent, même si l'argent serait le bienvenu pour aider à concrétiser et à développer cette campagne, mais il ne s'agit pas d'argent, il s'agit surtout de faire parler, de sortir du silence le cas de ces prisonniers de guerre et, bien entendu, des disparus de force dont on ne parle pas. Donc, on aura certainement un travail d'ici peu de temps de répertoriage, pour répertorier les prisonniers qui, en tout cas les disparus de force, qui sont peut-être des prisonniers cachés, des prisonniers gardés au secret aujourd'hui. En tout cas, c'est très hypothétique ce que je dis, mais on espère qu'il y a encore des vivants parmi ces gens qu'on estimait, là, entre 80 et 200, hein, c'est ça? On parle à peu près de 200 personnes. Voilà pour ce qui est du parrainage. Alexis, donc la campagne, est-ce que cette campagne rappelle un peu les campagnes que vous avez menées jusqu'à maintenant et que vous menez par exemple avec Amnesty International? Par le passé, ce que j'ai pu mener comme campagne qui s'en rapprochait le plus, je dirais, mais même si c'était finalement assez différent, c'était les campagnes de libération pour, j'en ai un peu parlé brièvement tout à l'heure, pour l'éditeur et activiste des droits de l'homme Raghib Zarakolou, qui a été arrêté dans les années 2010-2011 pour terrorisme, hein, essentiellement. Rappelons ici que la Turquie est le pays qui poursuit le plus au monde sous ce chef d'inculpation, un peu à tort et à travers, hein, pour réprimer les militants des droits de l'homme finalement, et puis aussi les minorités, notamment bien sûr les Kurdes. En Turquie. Là, on avait mené une campagne avec PEN International et l'Union internationale des éditeurs pour sa libération. Ce qui avait été un élément déclencheur à l'époque, ça avait été de faire parrainer, enfin, je crois que c'est un abus de langage, en fait, de faire nommer Raghib Zarakolou au prix Nobel de la paix par des parlementaires suédois. Ce qui avait permis assez rapidement de conduire à sa libération. Une autre campagne avait été menée pour un éditeur dans un autre contexte répressif, un éditeur un peu underground au Vietnam, où là, la mobilisation avait consisté à mobiliser les associations membres à l'échelle internationale pour écrire à l'ambassadeur du Vietnam, aux ambassadeurs du Vietnam dans leurs pays respectifs. Aujourd'hui, peut-être l'un des problèmes qu'on a, c'est bien sûr le sentiment d'impunité dont semble jouir et dont il semble être conscient le président Aliyev. Et là, bien sûr, donc, je pense que, comme vous l'avez dit toutes les deux, un des buts principaux, c'est de parler du cas de ces prisonniers, c'est sortir du silence leur cas. Maintenant, comme vous l'avez dit aussi, on ne sait pas si on pourra le garantir parce que, en effet, et on l'a encore vu ce week-end, ces derniers jours en Moldavie, le président d'Azerbaïdjan, parce qu'il a ses réserves en gaz et en hydrocarbures et qu'il achemine vers l'Europe par le corridor gazier du Caucase du Sud, a ce sentiment d'impunité par les puissances occidentales. Donc, alors, il convient de dire effectivement, Alexis, qu'il y a eu plusieurs fois des appels aux sanctions des dirigeants de l'Azerbaïdjan qui mènent ouvertement une politique raciste, ouvertement une politique d'agression et qui ne s'en cachent pas. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la veille de cette réunion de Kishinev qui a eu lieu hier, où il était prévu une rencontre entre Nikol Pachinian, Premier ministre d'Arménie, et le président azerbaïdjanais, Aliyev, eh bien, à la veille, 2-3 jours avant, on a kidnappé 2 Arméniens sur le territoire arménien. Et on a l'impression
tout de même que dans ces négociations, personne ne parle. On dit comme ça de manière formelle, mais on ne met pas de la pression sur l'Azerbaïdjan pour que cette agression s'arrête. Alors, pire encore, ce qui s'est passé à Washington, ça dépasse toute imagination. Le porte-parole d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, vient de déclarer que la proposition, alors je vais vous laisser parler de cette proposition de l'Azerbaïdjan, la proposition de l'Azerbaïdjan, c'était quelque part un signe de bonne volonté de la part de Aliyev. Alors c'était quoi cette proposition, Alexis? C'est une proposition. Le porte-parole a accueilli favorablement la proposition d'amnistie qu'a formulée Aliyev il y a quelques jours à la Chine, d'amnistier le président et les parlementaires de la République d'Artsakh s'ils démissionnaient, s'ils renonçaient à leur mandat et s'ils prenaient la citoyenneté azerbaïdjanaise. Donc s'ils se soumettaient. Ça s'appelle amnistie. Lui, c'est le terme qu'il a utilisé et c'est le terme que le porte-parole du département d'État a repris, accueillant favorablement la proposition d'amnistie du président de l'Azerbaïdjan. Donc, en effet, les organisations de droits humains de l'Arménie ont signé une tribune pour dénoncer ces propos du porte-parole du département d'État, indiquant qu'il renforçait le sentiment d'impunité et qu'il encourageait l'agression de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et de la République d'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Rappelons en effet, vous l'avez dit aussi toutes les deux, qu'il y a quand même aujourd'hui 215 km² du territoire souverain de la République d'Arménie qui est illégalement occupé par l'Azerbaïdjan. Là aussi, dans un silence international assez édifiant, on l'a encore vu en effet. Un détail de cette proposition d'amnistie, entre guillemets, de Aliyev, est que le président de l'Artsakh, Agay Haroutunian, se rende et soit jugé en Azerbaïdjan. Alors, Bella, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans les chancelleries européennes et américaines pour qu'on en arrive là? C'est-à-dire, la question de l'Artsakh, comment elle est perçue par les chancelleries de l'Union européenne. Bon, je ne parle pas de la France parce que la France est un cas particulier, mais tout de même, il faut en parler parce que finalement, il y a peu de décalage entre ce que propose la France et ce que proposent les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe sur la question de l'Artsakh? Quelle est la réalité des faits déjà sur notamment l'encerclement de l'Artsakh, le blocus de l'Artsakh, et comment s'est perçue cette question qui, avec le temps, est passée et donc s'est transformée dans la perception, j'allais dire, par les chancelleries. Dans un premier temps, c'était un problème d'autodétermination, hein, le droit à l'autodétermination du peuple d'Artsakh qui ne pouvait plus vivre après les pogroms, les multiples pogroms qui ont été organisés à la tête de l'État azerbaïdjanais contre les Arméniens, qui ne pouvaient plus vivre sous la tutelle de l'Azerbaïdjan. Donc c'était un problème d'autodétermination. Et aujourd'hui, on est en train de parler des droits humains des personnes qui vivent en... Alors qu'est-ce qui se passe à votre avis? Je demanderai à Bella et puis à Alexis aussi. À votre avis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les chancelleries, dans la tête de nos chers diplomates qui définissent la politique de l'Union européenne et des États-Unis? En effet, nous, en tant qu'Arméniens, on a l'impression d'être dans un monde à l'envers où une dictature accusée de corruption, de blanchiment d'argent, d'avoir des niveaux de liberté les plus bas du monde, qui fait des crimes de guerre, qui utilise des mercenaires, confirmés même par Macron, qui utilise des bombes, comment ça s'appelle, le phosphore blanc, qui a utilisé La fragmentation aussi. comment?
Les bombes à fragmentation. Exactement. Les bombes à fragmentation pendant la guerre, qui a fait des tortures, il y a des témoignages vidéo des exécutions de soldats. Euh, En fait, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut encore qu'un État fasse pour lui imposer des sanctions? On a imposé des sanctions pour beaucoup moins que ce que fait l'Azerbaïdjan. Et dans ce cas-là, on est face à un silence ou juste des paroles qui s'arrêtent aux paroles pour les Arméniens. Je pense effectivement, l'Artsakh, c'est euh, désolé pour le thème, mais c'est a pain in the ass pour pour tous les pays, pour toutes les chancelleries, et que ils aimeraient bien le plus rapidement possible d'ouvrir les communications, les frontières, et que ça devienne une région qui se développe en partenariat avec l'Europe dans une idée européenne, comme on l'a en Europe. Sauf que la réalité du terrain, je pense, on va pas entrer dans le culturalisme, mais je pense les Européens, ils sont très loin de comprendre la région, et ils ne comprennent pas que voilà, cette impunité et toute la rhétorique ouvertement raciste que Aliyev dit, c'est pas juste des paroles, et qu'il y a des actions. Je pense aussi que l'Occident, il se rend pas compte du degré de complicité dans lequel il est impliqué. Euh, on est étonné de voir la disparition totale, même aucune mention du groupe de Minsk d'OSCE qui devait régler la question du Haut-Karabakh. C'est aussi la faute de l'Arménie, des diplomates arméniens, Diplomatie peut-être arménienne. de la diplomatie arménienne, sûrement des structures de la diaspora. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus pour constater. Alexis, votre avis sur pourquoi il y a cette perception, en fait la non-perception de la question de l'Artsakh aujourd'hui. Donc on en est à combien de jours de blocus de l'Artsakh? 120 000 personnes, dont 30 000 enfants qui souffrent au quotidien, et personne n'arrive à faire comprendre à ce dictateur qu'il y aura des comptes à rendre. Personne ne dit à Aliyev, vous allez rendre des comptes de ce que vous êtes en train de faire. Oui, oui, tout à fait. Ouais, pour rebondir aussi sur la question des sanctions, il y a un site, hein, tout le monde peut y aller, c'est EU Sanctions Map, hein, la carte des sanctions de l'Union européenne. Vous verrez que tous les régimes autoritaires ou dictatures du monde y figurent, même la Turquie, qui est souvent traitée avec mensuétude, est au bénéfice de quelques sanctions de la part de l'Union européenne sur cette carte. Et finalement, le seul pays qui est dans l'impunité totale et qui n'y figure pas, c'est l'Azerbaïdjan qui, de manière habile, certainement, joue très bien aussi la Russie contre l'Occident à propos des réserves de gaz et de pétrole en mer Caspienne. Et sa position frontalière avec l'Iran. Ouais. Et d'ailleurs, cette semaine, il y avait aussi un forum de l'énergie à Bakou avec des ministres du Royaume-Uni qui ont vanté les investissements de plusieurs milliards dans le corridor gazier sud-européen qui va de la mer Caspienne à la Grèce et à l'Italie, en fait, en réalité, par la Turquie, par la Grèce. Et de ce point de vue-là, tous les pays européens sont aussi dans une forme d'hypocrisie, car une partie de ce pétrole et de ce gaz sont russes. Rappelons Une grande partie, parce que l'Azerbaïdjan, il n'a pas les réserves, il n'a pas toutes ses réserves. Il vend plus qu'il en a. Mais aussi, je voudrais rebondir sur un terme. Il y a eu tout de même des appels à des sanctions par le Parlement français, par le Sénat, par l'Assemblée nationale.
et aussi par le Parlement européen dans Et le le rapport Parlement sur européen, l'Azerbaïdjan du 15 mars, qui invite, je cite, alors c'est très léger, mais qui invite le Conseil européen il à prend des appliquer mesures. euh, des sanctions ciblées envers des représentants du gouvernement de l'Azerbaïdjan en cas de non-levée du blocus, qui, rappelons-le, euh, fait office aussi enfin, fait l'objet d'une décision de la Cour internationale de justice du 22 février qui demande la levée du blocus. Et là aussi, on peut s'interroger sur l'inaction, y compris de la France, au Conseil de sécurité, peut-être. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur un terme que Béla a employé de complicité. À la veille du sommet de la communauté politique européenne dont on a parlé déjà en Moldavie, l'Institut Lemkin, qui est l'inventeur de la notion de génocide, l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides a écrit des lettres ouvertes à Olaf Scholz, qui a rencontré Nicole Pachinian et Aliyev en Moldavie, et à Emmanuel Macron, en leur disant textuellement qu'il y avait pour leur pays un risque de complicité s'ils reconnaissaient les revendications territoriales de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Et finalement, s'ils taisaient à jamais le droit à l'autodétermination de ce peuple. Et Alors, je voudrais aussi un autre, de manière intéressante, la Société pour les peuples menacés, qui est une ONG basée en Allemagne, qui s'intéresse beaucoup aux droits des peuples autochtones, qui s'engage peu sur la question du Haut-Karabakh, mais qui l'a quand même fait, à une manifestation notamment à Genève à la place des Nations devant l'ONU, en envoyant le secrétaire général de la section suisse, ou encore hier, la maison mère en Allemagne, enfin avant-hier, a émis une lettre, un communiqué rappelant à Olaf Scholz que l'Allemagne avait déjà laissé faire un génocide en 1915 et qu'il ne fallait absolument pas qu'elle laisse en faire un deuxième aujourd'hui. alors Il fallait donc que l'Allemagne, la Société des peuples menacés invite l'Allemagne, le gouvernement de l'Allemagne, à arrêter, je cite les termes du communiqué, à arrêter l'Azerbaïdjan. Alors, pour plus de clarté, notamment pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire quel est ce risque de génocide? Comment on imagine, comment on se représente ce risque de génocide si l'Azerbaïdjan met la main sur l'Artsakh? L'Azerbaïdjan a déjà mis la main sur une bonne partie de l'Artsakh, il reste un tout petit territoire aujourd'hui. À votre avis, Béla, Alexis, quel est ce risque de génocide? Comment ça va se... alors, comment l'Azerbaïdjan prépare, si vous voulez, cet anéantissement de l'Artsakh arménien et comment ça se présente? Que fait Aliyev pour ça et quelles sont les perspectives noires qui attendent l'Artsakh aujourd'hui? Alors, Alexis? moi, je pense qu'il y a peut-être, justement, et c'est pour ça qu'il est très bien que l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides parle de risque de complicité pour les puissances occidentales, dans la mesure où elles se sentiraient à l'aise avec ce qu'on pourrait appeler une épuration ethnique à bas bruit, ce qui est peut-être un des risques que l'on compte aujourd'hui. Car on imagine mal Aliyev euh, s'engager dans un nettoyage ethnique violent, car là peut-être c'est quand même une ligne rouge de l'Occident qui a déjà été formulée par l'ancien secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre danois, Rasmussen, mais en mettant le pays sous blocus total depuis depuis 5 mois, quand les portes se rouvriront, il est vraisemblable que beaucoup de gens de ce peuple, beaucoup de membres de ce peuple, iront se mettre en sécurité en Arménie et fuiront leurs terres. Et c'est ça qu'on peut appeler un nettoyage ethnique à bas bruit, et c'est ça qui malheureusement peut être une idée avec laquelle certaines puissances aujourd'hui sont à l'aise. Elles utilisent même le terme transfert de population comme si c'était une chose normale, comme si ces gens ils sont apparus là-bas de manière, je sais pas, spontanée, éphémère, il y a quelques années, Oui, et donc que c'est ce que l'Azerbaïdjan, dans son histoire fabriquée,
est récemment fabriqué prétend que les Arméniens sont des nouveaux venus qui sont arrivés, je ne sais plus, au XVIIIe siècle, je crois, par les Russes, etc., etc. Donc ça, c'est leur narrative nationaliste qui veut ça. Moi, je voudrais peut-être rappeler le statut de la question du statut de l'Artsakh historiquement, par où on est passé. Donc l'Artsakh faisait partie de l'empire perse, qui a été cédé ensuite à l'empire russe. Et pendant la période, la dernière période de l'empire russe sur le territoire, c'est-à-dire dans les années de la révolution russe, il y a eu donc une tentative de la part de l'Azerbaïdjan en 1918, parce que l'Azerbaïdjan s'est constitué qu'à ce moment-là, d'occuper ce territoire et de chasser les Arméniens. Donc c'est là qu'il y a eu les massacres des Arméniens à Chouchi qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Et c'est là que Chouchi est devenue une ville strictement azerbaïdjanaise, c'est-à-dire turque. Les Arméniens ont été éliminés physiquement pour en faire une ville turque. Et lors de la prise de Chouchi, on n'a jamais parlé de cette réalité historique, c'est-à-dire que c'était une ville arménienne avec une importance culturelle extrêmement grande pour le Caucase, et cette ville arménienne est devenue turque, azerbaïdjanaise, et cette ville a été reprise au moment de la libération de l'Artsakh, et notamment parallèlement à la libération, j'allais dire, du couloir qui relie l'Arménie à l'Artsakh, c'est-à-dire le couloir de Pertsor qui s'appelait Lachin à l'époque. Donc, la question du statut de l'Artsakh a été au cœur même des négociations de l'Arménie avec les 3 pays du groupe de Minsk, c'est-à-dire la France, la Russie et les États-Unis qui présidaient ce groupe de Minsk. Et ce groupe de Minsk que l'OSCE a mis en place à la suite de la première guerre de l'Artsakh, qui a été une guerre de libération pour les Arméniens d'Artsakh et qui, en réalité, n'ont fait que répondre à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan. Je veux dire, ce n'est pas les Arméniens qui ont commencé la guerre contre les Azéris, c'est à la suite des pogroms, etc. Ça a été tout de même l'offensive générale par l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh, encore une fois, avec toutes les preuves de la tentative d'extermination des Arméniens, voire de nettoyage ethnique des Arméniens de cet Artsakh. Alors, la question du statut autonome, rattaché à l'Arménie, ou la définition d'un statut qui assurait aux Arméniens de ne plus être sous la tutelle de cet État génocidaire, était au cœur même des négociations avec le groupe de Minsk. Or, aujourd'hui, le groupe de Minsk est à plat, puisque le groupe de Minsk formé de la Russie, des États-Unis et de la France ne peut plus se réunir compte tenu du conflit mondial qui oppose ces puissances. Et le groupe de Minsk n'existant pas, on a l'impression que le contenu d'années de négociations sur le statut de l'Artsakh est aussi aujourd'hui oublié, notamment par la Russie, notamment par les États-Unis et la France y compris. Donc, on a oublié qu'on a négocié un statut pendant des années, un statut pour la région pour l'Haut-Karabakh de l'époque soviétique, la région autonome du Haut-Karabakh, qui est devenue l'Artsakh indépendant, autodéterminé. Je dis autodéterminé parce que l'Artsakh est sorti de l'Union soviétique au même titre, et selon la loi soviétique à l'époque, au même titre que l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc la question aujourd'hui, c'est que, compte tenu de sa victoire écrasante, l'Azerbaïdjan dit aujourd'hui l'Artsakh, ça n'existe pas. L'autonomie, ça n'existe pas. Le statut particulier de l'Artsakh, ça n'existe pas. C'est l'Azerbaïdjan, et les gens qui sont là-dedans, ils n'ont qu'à prendre notre nationalité, notre citoyenneté, et ceux qui veulent partent et ne reviennent plus. Donc là, c'est en ça que consiste
aujourd'hui, connaissant aussi la nature de ce régime et la nature de cet État. C'est un État génocidaire qui est en train de parachever un génocide des Arméniens de l'Azerbaïdjan qui a duré pendant des décennies. C'est un État qui, aujourd'hui, propose aux Arméniens de vider ce territoire, de partir. À ce moment-là, on ne vous fera rien, on vous laissera partir en Arménie et vous n'aurez plus droit de revenir sur ce territoire qui va devenir tout simplement une partie de l'Azerbaïdjan. Ça a toujours été la nature de ce conflit, c'est que l'Azerbaïdjan, il a juste besoin de territoire du Haut-Karabakh sans Arméniens. Et actuellement, ce qu'on propose à la partie arménienne, c'est soit le transfert des populations, soit vous prenez les passeports d'Azerbaïdjan, mais on a vu plusieurs SMS dans ce sens-là que recevaient des personnes en Azerbaïdjan où ils disaient, voilà, ça venait clairement de l'Azerbaïdjan, ils disaient à la minute près où vous prenez le passeport azéri, tous ceux qui ont participé à la guerre en 2020 et même avant, vous allez être accusés de terrorisme. Comme Alexis a rappelé tout à l'heure, comme la Turquie, elle élimine tous ceux qui opposent au régime. Et voilà, et tous les hommes de l'Artsakh vont se retrouver en prison, tout simplement. En prison, Donc, mais ouais. je pense il y a aussi un peu voilà, il négocie bien Aliyev parce qu'il demande le maximum. Il demande les choses que les Arméniens ne peuvent jamais donner du fait de son impunité. Et c'est là où il y a cette responsabilité de complicité de l'Union européenne qui le laisse demander le maximum alors qu'il n'a légalement zéro droit et personne ne le rappelle les droits de l'Artsakh en fait. Alors, effectivement, on est passé des droits de l'Artsakh, c'est-à-dire du droit collectif à l'autodétermination des Artsakiotes, on est passé au droit à la protection personnelle des Arméniens d'Artsakh. Et c'est là, je crois, qu'on est en train de basculer, si vous voulez. On a basculé de l'entité de l'Artsakh, de la reconnaissance de l'entité de l'Artsakh et du choix libre des Arméniens qui vivent sur ce territoire de leur destin, en tout cas de l'entité dans laquelle ils veulent vivre, à une protection hypothétique encore des personnes qui vivent dans la région. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, Alexis, c'est-à-dire on parlait d'une sorte de nettoyage ethnique rampant qui prendra une forme très aiguë et très brusque le jour où l'Azerbaïdjan pourra rentrer en Artsakh. Ouais. C'est clair que le glissement est très dangereux finalement du droit à l'autodétermination je lis ici le communiqué de l'Élysée après la réunion de Moldavie. Les dirigeants européens ont enfin souligné l'importance de définir des droits et garanties pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Alors, si on est un petit peu optimiste, on peut voir que par rapport à Charles Michel, qui n'osait même plus prononcer le mot du Haut-Karabakh, il y a un petit mieux, mais il y a quand même ce glissement sémantique qui est porteur du pire, à l'avenir. Et vraiment, je reviens sur ces lettres ouvertes de l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides qui interpellent les Occidentaux sur un potentiel rôle sur une potentielle complicité par rapport à cette poursuite finalement du programme génocidaire contre les Arméniens. Alors moi, je voudrais revenir, si vous le permettez, à la campagne de libération des prisonniers de guerre. On a fait un grand tour d'horizon pour expliquer ce que c'est que cette campagne. Moi, je voulais qu'on rappelle que la campagne existe aujourd'hui, qu'il y a un nombre assez important de collectivités territoriales qui sont intéressées. Nous sommes en train maintenant de répondre à des appels de la part des collectivités territoriales. Je ne donnerai pas encore de nom parce qu'il y a
des villes qui ont délibéré, des régions qui ont donné leur accord, de grandes villes notamment qui ont donné leur accord. Et tant que nous n'aurons pas la signature, si vous voulez, quelque part de ces villes, on ne donnera pas les noms, mais nous sommes, je peux vous assurer que nous sommes, j'allais dire, assaillis de demandes de la part des collectivités, des ONG, de France et d'ailleurs. Alexis, on peut parler peut-être d'Écosse, où on a des correspondants. Alors, Oui, c'était inattendu pour nous. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. oui, oui, tout à fait. Dans un État qui a une relation stratégique avec l'axe Ankara-Bakou, et il est clair que l'Écosse a peut-être un positionnement original et intéressant. Et que oui, il y a deux ONG, potentiellement deux ONG écossaises qui ont montré un intérêt pour participer à la campagne de parrainage, à notre campagne de solidarité pour la libération des prisonniers de guerre. Alors, nous sommes, j'allais dire, je disais assaillis de demandes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas développer de manière comme on voudrait la campagne à l'extérieur, mais nous avons des contacts avec des régions en Italie, des régions qui veulent parrainer l'ensemble des prisonniers de guerre et dont les membres vont parrainer chacun un prisonnier de guerre aussi. Nous avons donc des villes, nous avons une région en France qui est sûre. Nous avons une très, très, très grande ville en France dont on donnera des informations dans très peu de temps. Lyon, c'est clair, donc Lyon s'est fait, ça a été très rapide parce qu'il fallait aller très vite pour le voyage du maire à Yerevan, en Arménie, mais les autres villes sont en cours. Aujourd'hui, on a des villes moyennes, on a de petites villes qui ont délibéré, qui ont fait, bon, on peut parler des villes qui ont délibéré, hein. Il y a Bourg-les-Valences et Saint-Chamond qui ont délibéré, qui sont de petites villes, enfin des villes, j'allais dire, pas moyennes, mais de petites villes qui se respectent. Mais nous aurons, je pense, dans les jours et les semaines qui viennent, une liste assez conséquente des collectivités qui s'intéressent à cette opération de parrainage. On peut peut-être inviter nos auditeurs à aller sur notre site pour avoir le plus d'informations sur ces parrainages. Bella, on peut peut-être rappeler notre site, qui est récent d'ailleurs. Nous avons décidé d'appeler la campagne Libertas. Ça veut dire liberté en latin. Et le site, c'est libertas2020.com. On va l'alimenter très rapidement avec les histoires personnelles de chaque prisonnier. C'est vrai que on n'en a pas entendu parler d'eux depuis la fin de la guerre, tout simplement parce que les familles et les avocats avaient peur pour leur sécurité. Je pense, dans le contexte actuel, on est dans une telle impasse avec si peu de cartes à jouer qu'il faut que tout le monde s'active. Malheureusement, on voit une communauté un peu endormie. Je pense que c'est une campagne, et on le voit sur le terrain, c'est une campagne qui touche beaucoup, mais il faut qu'on les atteigne. Il faut qu'on atteigne la communauté, mais pas seulement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de la communauté, il s'agit d'une question de droits de l'homme et de droit international. Et je pense que c'est ça qui motive les collectivités territoriales d'abord. Ce n'est pas parce que ce sont des Arméniens, c'est parce que c'est un problème basique des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'homme. Et puis n'oublions pas aussi la vidéo du couple Erdogan et du président Aliyev, dans lequel finalement, entre les lignes, on comprend bien que ces prisonniers de guerre sont utilisés comme monnaie d'échange, comme moyen de chantage pour obtenir... Avec l'aval de Madame Erdogan.
Éminé. Et oui, allez-y, allez-y. Voilà, donc on vous invite à aller sur le site de notre campagne. La campagne s'appelle Libertas. Le site, c'est https://www.libertas2020.com. Merci Alexis et Bella pour cette émission. Nous continuons le travail et qui ne vient que de commencer et nous invitons les personnes qui veulent participer à cette campagne parce que nous avons besoin de personnes, j'allais dire compétentes et personnes actives pour compléter notre équipe qui comprend déjà une dizaine de personnes actives, mais nous aurons besoin de beaucoup plus de monde pour travailler sur les prisonniers de guerre. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.